On va commencer tout de suite avec vous, Bénédicte Brienne. On parle d'un territoire, un territoire qui a sa spécificité évidemment géographique, topographique, en termes d'espace naturel, mais aussi d'histoire industrielle surtout, marqué par évidemment le poids d'une mono-industrie, on peut le dire, qui était Arc, qui est toujours, mais qui était surtout Arc, avec ce que le territoire a pu connaître en termes de restructuration industrielle. Vous êtes l'une des références historiques en termes d'agence, puisque vous existez depuis 1998. Disons que l'urgence a fait nécessité dans votre cas. Cela a impacté la nature, évidemment, du dialogue, cette mono-industrie, cette crise que vous avez vécue et les perspectives plus heureuses que vous vous offrez et avec lesquelles vous parlez avec beaucoup d'engouement et de passion. C'est un vrai bonheur de vous avoir à nos côtés. Alors ce défi de l'emploi, c'était le défi de l'agence. La lutte pour l'emploi, c'est son défi toujours actuel. J'aurais envie de commencer très simplement. Comment se structure ce dialogue sur votre territoire, mais comment se passer aussi impacte aujourd'hui finalement, comment les stigmates de l'identité industrielle du territoire impactent ce dialogue présent. Merci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, notre territoire a été longtemps mono-industrie. Arc, c'était 12 000 emplois sur le site, sur la ville de Arc, en fait. Donc, il y a une ville qui est de 10 000 habitants. Donc, il faut imaginer quand même... Là, pour le coup, on était vraiment dans une industrie urbaine, en fait. Vraiment, la ville s'est construite autour de cette industrie qui occupe encore aujourd'hui 200 hectares. Donc, c'est assez énorme. À partir de 2002-2004, ça a commencé à tousser un peu, donc il y a eu des réductions d'emplois. Ça c'est la mondialisation de l'industrie, hein, c'est assez classique, mais ça s'est vraiment passé de façon très, très discrète, on va dire. C'est un peu même le défaut du territoire parfois de ne pas assez dire ce qui s'y passe. Et l'agence l'anticipation avait été faite, ça avait été créé en 1998 par la collectivité, par la chambre de commerce à l'époque aussi, et par les entreprises. Et la spécificité de notre agence, qui est aujourd'hui une agence d'attractivité économique, c'est d'être présidée par un chef d'entreprise et d'être financée par les intercommunalités. Aujourd'hui, on en a 3 qui nous financent. On a 160 000 habitants au niveau du territoire. On est une association loi 1901, mais toujours présidée par un chef d'entreprise qui permet d'avoir vraiment un lieu d'échange. Et c'est là que ça a été assez original, où le monde politique et le monde économique peuvent discuter ensemble et se mettre autour de la même table. Et de là, en fait, ça fait plus de 20 ans que ces deux mondes-là se parlent et que tout le monde échange. Et là-dessus est venu se greffer forcément l'échange avec les consulaires, l'échange avec l'État. On a la chance d'avoir une sous-préfecture sur la ville de Saint-Omer qui est la ville-centre. L'échange aussi avec les interlocuteurs de la région. Donc, en résumé, c'est vraiment une histoire de dialogue entre acteurs, oui, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est quand on se met tous autour de la même table et quand on reçoit des investisseurs qui veulent s'implanter ou se développer sur le territoire, eh bien, il est très important pour eux d'avoir un interlocuteur qui soit un peu unique et qui leur facilite la vie. On est vraiment un accélérateur en fait du développement et de l'implantation des entreprises et Dieu sait que c'est pas toujours simple quand il y a des installations classées, des choses comme ça, de pouvoir présenter une fois le projet et de pouvoir ensuite le développer et l'implanter rapidement. Donc c'était ce que citait Olivier Louandy, je pense, dans la table ronde précédente, en disant que le fait de pouvoir accélérer un projet ou de pouvoir aider l'entreprise avec l'esthétique, ce genre de choses, et ben c'est quand même sur ces points-là qu'on réussit à gagner des projets aussi de façon assez régulière. Il y a une autre spécificité aussi qui est très marquante, et dans nos échanges et dans la préparation de cette table ronde, vous l'aviez évoqué. On va dire que par le passé, il y avait une industrie, un nom, Arc. Tout était tourné autour de lui. On imagine les élus, les services de l'État, voilà, l'emploi était là, la création de valeur était là, et il fallait répondre aux besoins.
ne voyez aucun terme tempéré de quelques dimensions caustiques que ce soit, mais il n'y avait pas de caprice, mais des besoins industriels auxquels il fallait répondre. Et puis, à un moment donné, il faut diversifier, et donc le dialogue devient différent. Comment les acteurs se sont situés sur votre territoire par rapport à ça? Comment chacun a pris sa place? Et comment vous avez facilité cela? Alors, les acteurs se sont tous mis en ordre de marche. Il y a vraiment eu une intelligence collective, en fait, sur ce sujet-là. Donc, à partir de 2004, création de nouvelles zones d'activité, parce qu'on avait besoin aussi d'avoir des zones aménagées pour pouvoir accueillir des nouvelles entreprises. À aujourd'hui, on a aussi un campus des métiers qualification, industrie et transition numérique. On a créé aussi la station qui est un tiers-lieu d'innovation dans une ancienne gare superbe. Si vous passez à Saint-Omer, c'est une ancienne gare cathédrale, donc qui aujourd'hui est vraiment lieu d'innovation. Et on veut maintenant vraiment devenir un territoire d'expérimentation. En fait, on a des industries, on est content de les avoir parce qu'on a beaucoup de verre. Donc il y a Arc, mais on a aussi le gros Saveur Glace qui est implanté juste à côté. Et on a une grosse industrie du papier carton. Donc pareil, historiquement, avec un fleuve qui traverse le territoire, donc il y a eu du papier carton. Donc on souhaite rester aussi un territoire industriel, on se revendique comme tel, mais aujourd'hui il faut qu'on puisse y amener justement tout ça, l'emploi. Donc on a des services publics de l'emploi dans lesquels les entreprises viennent aussi présenter leurs projets et leurs besoins de recrutement. On essaye vraiment, nous en tant qu'agence, on est un maillon qui permet d'articuler le dialogue entre le monde public et le monde privé. En fait, ça résume grossièrement, mais globalement, c'est un peu ça, en fait. Avec cette spécificité, je le rappelle, d'une présidence assurée par un chef d'entreprise. C'est ça. Et ça a un impact immense sur la qualité du dialogue et la nature du dialogue? Oui, ça a un impact immense parce qu'on a un président qui a la parole assez libre. Donc voilà, il n'est pas... on peut le citer. Alors, le président de notre agence, c'est François Motte, qui est dirigeant d'une entreprise de clôture qui s'appelle Sobanor et qui est également co-dirigeant des brasseries Motte Cordonnier en métropole lilloise. Donc, parce que historiquement, c'est vrai que l'agence était sur la Flandre et le pays de Saint-Omer. Aujourd'hui, on est toujours tributaire d'enjeux politiques, donc aujourd'hui on est financé par la partie pays de Saint-Omer, mais notre président est toujours basé en Flandre et ça favorise le dialogue sans aucun souci. Alors, on va revenir à vous, Bénédicte Brienne, tout de suite après. On y reviendra aussi avec les perspectives. Perspectives en termes d'aménagement, il y a des zones en cours, perspectives en termes de création d'emplois et perspectives autour de la récolte de ce qui a été semé quand même ces dernières années. On ne va pas faire le rattachement avec REV 3 et le projet des Hauts-de-France, mais vous êtes cité régulièrement dans le cadre du catalogue de projets. Je le redis, REV 3, c'était l'inspiration dans le cadre de la mobilisation de la région des Hauts-de-France avec Jérémy Rifkin autour de la 3e révolution industrielle et son applicabilité, entre guillemets, dans les Hauts-de-France. J'ai essayé de résumer rapidement, sans en faire trop. Jérôme Gauze. Alors vous, c'est différent. Vous, le dialogue, vous l'animez au point de départ, puisque la SPL est naissante, entre guillemets, à l'échelle de ce que peut être la vie d'une agence d'attractivité économique comme celle de Pays Saint-Omer. Vous êtes une SPL, c'est-à-dire vous êtes vraiment une société publique régie par la règle intra-communautaire de in-house, c'est-à-dire qu'on a un droit de tirage auprès de vous et de vos prestations sur un territoire sans appel à concurrents à partir du moment où on détermine que vous êtes véritablement dans vos fonctions et dans votre mission. Comment est née cette SPL dédiée aux activités productives dans une métropole et comment elle fonctionne et comment elle participe au dialogue aujourd'hui sur la métropole bordelaise? Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de répondre, peut-être pas dans l'ordre, à toutes les questions. Donc, la première question, quand est créée cette SPL? Cette SPL a 10 ans. Donc, aujourd'hui, on fête les 10 ans de la FAB, la Fabrique de Bordeaux Métropole. Et initialement, son programme, il y a 10 ans, c'était de produire du logement abordable, c'est-à-dire faire en sorte que on soit en capacité de produire du logement qui soit accessible pour les ménages de l'agglomération bordelaise. Donc si je le fais court, à 50% en moins que les valeurs marché.
Et en 2016, la SPL a été sollicitée pour qu'on lui confie un deuxième programme qui s'appelle Entreprendre, Travailler, et qui consiste à partir de l'expérience basée sur l'habitat, trouver finalement les mêmes conditions pour produire des locaux d'activité inférieurs aux valeurs marché afin de retenir les PME, PMI, TPE et artisans sur son territoire. Donc là, le constat qui a été fait à cette période, c'est, vous en avez parlé tout à l'heure, le foncier sur le territoire métropolitain était totalement cannibalisé par les opérateurs immobiliers pour faire du logement. Parce que c'est beaucoup plus rentable de faire du logement que des locaux d'activité. Du tertiaire ou du logement, ça marche assez bien dans les bilans financiers des aménageurs, des promoteurs et des bailleurs, mais ça ne marche pas bien en fait en termes de besoins pour les territoires. Donc il y avait besoin d'une action publique qui s'est concrétisée par ce programme, et la mission qui nous a été confiée, enfin ce qu'on a proposé en fait à la métropole, c'est de travailler sur ce que les chercheurs, et je voudrais rendre ce qui appartient au PUCA, ce que les chercheurs ont appelé l'économie métropolitaine ordinaire. Donc ce sont des réflexions qui sont issues des recherches et des travaux de recherche menés par le PUCA et les équipes de chercheurs sur finalement cette économie intermédiaire entre l'économie présentielle, donc celle qui rend du service à la population, et puis une économie dite high-tech, en tout cas qui est tournée vers national ou l'international. Entre les deux, il y a cette espèce d'économie de service complètement rattachée au territoire et qui finalement rend des services à ce territoire. Très concrètement, c'est l'agence de compta, c'est l'entreprise de ménage, c'est l'entreprise d'informatique, toutes ces entreprises qui en fait ont bénéficié des externalisations des grands groupes et qui se sont investis sur ces marchés et qui font que l'ensemble de la chaîne, du présentiel jusqu'à cette grande économie Safran, Thales et compagnie, c'est ce que nous avons sur le territoire, fonctionne. Or, on s'est aperçu que ces PME, PMI, ces artisans ne trouvaient plus chaussures à leurs pieds sur le territoire et allaient affaiblir en fait l'ensemble de la chaîne économique de la métropole. Pour y remédier, on a travaillé sur un appel à manifestation d'intérêt. Il se trouve qu'on en a la FAB est issue d'un appel à manifestation d'intérêt dès 2012, donc on a un petit peu l'habitude de faire ça, mais surtout on a beaucoup travaillé avec les acteurs, chambres de métiers, CCI, pour comprendre en fait les besoins des PME, PMI et des artisans et TPE. Premier sujet, des petites cellules extrêmement importantes. C'est-à-dire que sur le marché aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est du 250 mètres carrés. C'est fondamentalement pas adapté aux besoins des PME, PMI. Il faut descendre en dessous de cette maille. Et donc, il faut aller jusqu'à 50 mètres carrés. C'est compliqué pour les opérateurs. Donc, réunir les opérateurs immobiliers pour travailler avec eux sur les conditions pour pouvoir répondre à ces besoins. Autre en fait, conséquence ou analyse du territoire, des prix bien trop élevés. Comment on travaille en fait ces questions des prix, à la fois en ayant des valeurs marché, c'est-à-dire des mètres carrés qu'on vend comme on a l'habitude de faire aux entreprises qui en ont les moyens, mais comment à l'intérieur d'un même programme, on va faire une forme de péréquation et donc avoir 25% de ce programme qui sera dédié à des PME, PMI avec des plafonds de ressources adaptés, que ce soit en location ou en cession. Trouver en fait toutes les conditions qui font qu'à un moment donné, ces entreprises, ces PME, PMI vont pouvoir rester sur le territoire. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. J'ai évoqué l'axe historique de la FAB, c'est l'habitat. Avoir des entreprises sur le territoire et des emplois sur le territoire, c'est avoir moins de mobilité en fait, et donc générer moins d'étalement urbain, en tout cas moins d'émiettement urbain. C'est aussi rentrer dans des cercles vertueux. Vous avez parlé d'écologie, c'est effectivement rentrer dans ces cercles vertueux pour à la fois répondre aux besoins en mobilité, trouver les conditions pour avoir du logement moins cher pour que les salariés puissent aussi habiter sur le territoire et enfin puissent y travailler. Voilà en fait le sens de ce programme et l'organisation territoriale, une gouvernance, un soutien politique fort. Sans soutien politique fort, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. Des acteurs mobilisés et qui expriment de manière très concrète leurs besoins. Alors, on reviendra à vous ensuite, notamment pour un petit focus et un zoom sur deux choses. La première, les AMI qui aujourd'hui ont eu leur candidature et la livraison des premières opérations. Pour nous en parler,
et nous les présenter. Second élément, une notion aussi très importante qui est liée à ce que vous avez évoqué sur les travaux et recherches avec le PUCA, parce que pour ceux qui nous suivent, y compris sur le web et qui sont en visio et qui participent peut-être pour la première fois à ce type d'événement avec la Fabrique de l'Industrie, Institut pour la recherche, la Caisse des dépôts et le PUCA, je veux dire, oui, bon, il y a des recherches, des analyses. Là, ce sont ces recherches qui ont inspiré directement la création de la SPL chez vous et en conséquence de quoi revenir aussi peut-être sur la typologie de projet, comment se décide finalement la teinte et le type d'activité productive que vous accueillez. Voilà, sur ces 2 points, on aura l'occasion d'y revenir. Avant ça, Mouina Obgoy-Vazieux, vous êtes la chef de mission immobilier productif, chef de projet territoire d'industrie sur le Grand Orly Seine-Bièvre. J'ai envie d'introduire votre mission et ce que vous faites sur ce territoire à travers cet élément simple, puisqu'on en a beaucoup discuté. Pour dialoguer, il faut avoir un contenu. Quand on parle de dialogue, pour dialoguer, il faut avoir un contenu. Et vous, sur votre territoire, vous avez un contenu assez revendicatif, comme son nom l'indique, puisque vous avez écrit et porté un manifeste pour un territoire industriel et productif. Qu'est-ce que c'est? Qu'en est-il? À quoi sert-il? Et comment il impacte aujourd'hui votre dialogue avec l'ensemble des opérateurs et acteurs sur un territoire là différent de deuxième couronne, première, deuxième couronne, de grandes métropoles? Tout d'abord, merci pour l'invitation. En effet, donc peut-être très rapidement quand même pour resituer le territoire. Donc c'est le Grand Orly Seine-Bièvre, hein, c'est un des 12 territoires de la métropole du Grand Paris. On est au sud de Paris, à la fois sur le département du Val-de-Marne et de l'Essonne, et avec la présence de grands équipements, en effet, hein, le mine, l'aéroport, la Seine, mais aussi un chapelet important d'entreprises productives, industrielles, et donc avec une très forte identité productive qui perdure. Mais ce territoire, il fait aussi l'objet de très fortes mutations qui vont, qui commencent d'ores et déjà et qui vont s'étaler au moins jusqu'à 2030, hein, avec l'arrivée de plus de 10 gares du Grand Paris, de nombreuses opérations d'aménagement, donc un renouvellement quand même assez important du territoire. Et il y avait tout un enjeu de, malgré ces mutations, d'arriver à conserver la vocation productive, industrielle du territoire et de s'assurer vraiment cette mixité économique pour le territoire. Et donc pour cela, en effet, dès 2018, il a été élaboré en lien, en partenariat avec les acteurs du territoire, notre manifeste pour un territoire industriel et productif qui se veut, si vous voulez, un peu une démarche collective qui pose des grands engagements sur les leviers d'action à mobiliser pour arriver à sortir des immobiliers productifs, pour être en capacité d'accueillir des TPE, PME sur notre territoire, mais aussi de conserver celles qui sont déjà présentes et qui sont impactées par les différentes opérations d'aménagement sur notre territoire. Donc il y a, on va dire, 7 grands engagements qui se traduisent en levier. Certains ont déjà été abordés, mais c'est le sujet de la sanctuarisation au sein de fonciers vraiment spécifiquement dédiés à l'activité économique, en mobilisant le PLUI, qui au niveau du territoire est en cours d'élaboration. C'est le sujet en effet des péréquations, hein, au sein des différentes opérations d'aménagement, mais aussi le sujet de pouvoir mobiliser des outils de portage patrimoniaux, de structures de portage patrimonial pour pouvoir faire en sorte que la collectivité reste maître des immobiliers. Et il y a aussi plein d'autres sujets, mais tels que le sujet, on en a parlé, de la formation aussi, qui est vraiment un élément important.
qu'il ne faut pas oublier, le partenariat avec les acteurs, bien évidemment, du territoire, aussi bien les promoteurs, les aménageurs, les acteurs que peuvent être aussi les PFIF, le staff sur le territoire, pour arriver à créer vraiment les conditions qui nous permettent de produire ces immobiliers vraiment à des coûts modérés, maîtrisés, dans un contexte voilà, de cherté, de rareté du foncier, où en effet il est beaucoup plus facile de développer du logement, du tertiaire, même si maintenant le contexte est plutôt favorable pour permettre de développer des activités de l'immobilier productif. Donc il y a... Les choses voilà, sont... donc c'est vraiment ce document qui est actuellement, si vous voulez, il y a un document cadre et sur lequel tous les signataires, actuellement il y a plus d'une 50aine de signataires, aussi bien des grands acteurs institutionnels que des TPE, PME, grands groupes, architectes, investisseurs, promoteurs. Et en fait c'est un peu des, si vous voulez, des acteurs privilégiés avec lesquels on travaille sur ces différents sujets, leviers d'action qui ont été identifiés dans le cadre du manifeste. Merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est une très belle idée de mobilisation des énergies de façon à avoir aussi des perspectives et dynamiques communes que ce manifeste, parce que je le rappelle, comme vous l'avez dit, c'est pas un manifeste qui a été rédigé par les élus et la participation de des citoyens aussi y a été adossée. J'ai vu ça sur le web en tout cas. Mais c'est passionnant, on va y revenir aussi avec les perspectives, notamment, parce qu'on en a parlé dans la préparation, et le dialogue aussi, que ces perspectives... Oui. Tout à fait. Alors Antoine Bossan, on a parlé d'établissements publics, d'SPL en tout cas aujourd'hui dans les territoires métropolitains. On parle d'agences de développement économique sur des territoires qui hier étaient en déprise et qui aujourd'hui sont en forte dynamique. On parle d'établissements publics territoriaux avec Mouina à nos côtés. Et dans les acteurs, il y a un acteur incontournable, on en a parlé ce matin, c'est plus le prix du foncier qui fait quelquefois la donne, entre guillemets, de la décision sur l'attractivité, pas forcément non plus tel ou tel autre thème, mais plutôt la question des ressources humaines et de personnel formé. Et ça tombe bien parce que vous êtes le fondateur de l'Institut de la formation technique de l'Ouest, l'IFTO. Alors là, comment vous vous insérez au quotidien dans ce dialogue? Ça se passe comment concrètement? Il y a une entreprise qui décide de s'installer, elle vous file un petit coup de fil avant. Allô, bonjour Antoine, voilà, je voudrais m'installer ici, mais est-ce que vous pourrez former les 150 personnes dont j'ai besoin? Oui, non. Vous vous dites oui, mais ça dépend des financements de la collectivité. La collectivité, elle vous rappelle. Concrètement, là, au quotidien, ça se passe comment? Sur un territoire dynamique en plus, hein, comme le vôtre. Eh ben, je vais vous raconter en quelques mots. Donc, je suis le président d'une école de production. Donc, c'est un dispositif un peu particulier dans le domaine de la formation technique. Il y a 3 voies de formation: les lycées professionnels, les centres de formation par l'apprentissage, et la 3e voie, plus étroite, celle des écoles de production. Donc, une école de production, ça s'adresse à des jeunes qui sortent de 3e. Et qui donc vont se former à un CAP, puis derrière à un bac pro. Et donc l'école de production, c'est à la fois un centre de formation et à la fois un centre de production. C'est-à-dire que les jeunes vont apprendre leur métier en fabriquant des produits industriels. Dit autrement, l'école intervient comme sous-traitant au profit des industriels. Donc une école de production, on fait de l'apprentissage d'une autre façon. C'est pas de l'apprentissage à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de contrat qui lie les jeunes avec un industriel. En revanche, voilà, ce sont les industriels qui nous apportent du travail. Alors, quel est l'intérêt d'une école de production? Donc, ce sont des écoles privées hors contrat. Donc, moi, je suis le président du conseil d'administration de l'IFTO, qui est une association loi 1901. Donc, quel est l'intérêt d'une école de production? L'intérêt d'une école de production, il est double. D'abord, moi, aujourd'hui, je travaille dans le domaine industriel, puisqu'on produit, enfin, on fabrique des chaudronniers. Et les écoles de production, c'est particulièrement adapté au monde industriel, dans la mesure où on a affaire à des jeunes de 15 ans
les jeunes de 15 ans sont encore des gros bébés. Et autant les industriels ont la capacité à prendre en apprentissage des jeunes qui ont 18 ou 20 ans. En revanche, des jeunes de 15 ans, c'est différent. C'est un vrai métier de les accompagner. Et donc, l'apprentissage, enfin, ils ne sont pas forcément prêts pour aller en apprentissage dans le monde industriel. Et donc, ces écoles de production, elles répondent à ce besoin. Donc, elles sont bien adaptées à des très jeunes qui ont ce besoin de reprendre confiance en eux en fabriquant de leurs mains et en fabriquant des choses qui rentrent dans un processus industriel, c'est-à-dire des produits qui servent à quelque chose. Les écoles de production, c'est également un encadrement important. Notre objectif, c'est pas uniquement de former des jeunes dans le domaine technique, mais également dans le domaine académique, humain, sportif, culturel, etc. Et en particulier à l'IFTO, tous les jeunes qui rentrent dans cette école sont également internes, parce que l'internat est pensé comme un outil pédagogique. Donc voilà, cette école, elle est au service du territoire. Ce territoire, c'est Cholet, donc le Choletais, c'est l'antichambre de la Vendée, donc c'est une région particulièrement dynamique et active dans le domaine industriel. Et donc, quand on crée une école de production, eh ben, on est effectivement en lien direct avec l'agglomération qui est un des éléments importants du dispositif, avec la région qui est d'autant plus importante qu'elle nous finance, avec les entreprises qui ne sont pas simplement des clients mais des partenaires, donc avec le monde économique, et puis avec le monde de la formation. Et le fonctionnement d'une école de production aujourd'hui, c'est en gros 30% de notre budget qui se fait grâce à notre travail de production, donc il en reste 70% à trouver, et donc ce sont des subventions qui viennent de l'État, de la région, des agglomérations. Et donc les vraies difficultés en fait qu'on a aujourd'hui, c'est pas dans le dialogue avec les industriels, parce que ils perçoivent bien l'intérêt d'une école de production qui travaille à leur profit. C'est pas non plus avec le monde politique et économique, parce que là aussi ils ont besoin d'un écosystème de formation dynamique, encore que la difficulté, c'est de s'inscrire dans la durée. Donc, et en particulier quand on travaille avec des régions qui sont très fanas et qui poussent à la roue pour que les écoles s'installent. Alors la difficulté, c'est qu'il faut tenir dans la durée en matière de financement, et là c'est plus difficile. Or, les écoles de production sont des petits effectifs, hein, une promotion, c'est 12 jeunes, mais c'est un encadrement fort, donc un coût, et qu'il faut supporter dans la durée. Donc il ne s'agit pas d'être enthousiaste, il faut un réel engagement sur la durée. Et ça, nos politiques, ils ont quand même un petit peu de mal. Le deuxième sujet important, c'est les jeunes. La difficulté, évidemment, quand on parle de métiers industriels et de jeunes, qui sont nombreux à vouloir faire travailler leur cerveau et leurs mains en même temps et de ne pas être occupés toute la journée derrière un tableau noir, encore que les tableaux noirs, il n'y en a plus beaucoup. En revanche, c'est très difficile d'atteindre les jeunes parce que les collèges nous sont fermés et nous restent fermés, malgré tout ce qu'on peut dire. Et en particulier, on a une vraie difficulté avec l'éducation nationale qui méconnaît absolument le monde industriel,
avec des professeurs qui ne sont pas intéressés, voire hostiles. Bon, alors vous allez me dire, tout ça, c'est des généralités, machin. Oui, c'est vrai. Alors évidemment, on va trouver des profs qui sont intéressés, etc. Mais dans une très grande majorité, les gens vous regardent gentiment, mais derrière, les portes restent closes. Et donc, il est très difficile d'aller vers les jeunes. Et quand vous touchez des jeunes qui ont envie de venir vers des écoles comme la vôtre, eh ben, vous tombez sur des profs qui font des pieds et des mains pour que le gamin reste dans le cursus de formation générale. Donc, on a vraiment des pas importants, mais il faut également être en mesure de proposer des formations qui ne soient pas des formations de seconde zone et dans lesquelles on choisisse d'investir, pas uniquement dans la formation technique, mais également dans tout le reste. Et donc la formation technique, c'est bien. Bon, personnellement, si j'ai monté une école de production, c'est pas parce que j'étais furieusement intéressé par la chaudronnerie, mais justement parce que j'étais intéressé par tout ce qu'il y avait à côté. C'est-à-dire que, évidemment, l'objectif c'est de donner une formation d'excellence dans le domaine technique aux jeunes qui viennent chez nous. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de leur donner une formation dans le domaine académique, culturel, sportif, humain, enfin, d'en faire des hommes et des femmes debout. Et ça, ça intéresse bien les gens quand vous leur en parlez. Quand derrière, vous leur dites, ben voilà, ça va prendre du temps et ça coûte du fric, c'est déjà beaucoup plus difficile. Enfin voilà, ce que je pouvais vous dire en quelques mots. Ce que vous notez, et c'est assez paradoxal dans une table ronde qui traite du dialogue, c'est en tout cas au niveau de la formation, quelquefois un dialogue, parce que le but, il n'est pas de se réunir, faire avancer la réflexion pour dire que des choses qui nous font plaisir. Mais en tout cas, vous, au quotidien, dans votre réalité, il y a des beaux résultats, il y a des jeunes qui font des choses avec leurs mains, des choses utiles, comme vous le dites, pour reprendre aussi un petit peu la formule d'un certain Richard Sennett sur les métiers de la main. Mais une difficulté de dialogue, lorsqu'il existe, avec certains acteurs institutionnels à votre niveau, ici, l'éducation nationale, pas de jugement de valeur, c'est la réalité que vous rencontrez, et quelquefois une difficulté dans la qualité du dialogue avec les opérateurs publics en termes d'engagement à moyen-long terme. Alors peut-être, pour vous trois, quel est peut-être quelque chose qui vous vient à l'esprit en lien avec ce dialogue qui traite de la formation? Comment ça se passe concrètement? Ça se passe bien, on travaille avec les instituts, on travaille avec l'éducation nationale, les entreprises, comment s'identifient les demandes, comment on a des alertes lorsque l'industriel trouve plus de personnes et ça le met carrément en difficulté. Est-ce que la localisation du site a une conséquence? Est-ce que vous vivez ça de manière différente? Alors, ce n'était pas une question qui était forcément prévue, mais c'est aussi ça le dialogue, place à l'imprévu. Oui, donc pour rebondir sur la question, nous, c'est vrai que l'enseignement supérieur et le territoire, donc impulsé par l'agglomération, se sont toujours beaucoup parlé. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de petites actions qui se font. Par exemple, la féminisation des métiers industriels. Bon, moi déjà, personnellement, je fais aussi partie de Capital Filles qui essaye en fait d'amener des jeunes filles à étudier en industrie. Et puis tous ensemble, en fait, que ce soit des gens de l'agglo, des gens des industries présentes ou autres, on va au sein des lycées présenter un peu ce qu'est le monde industriel local aux étudiants. Au niveau de l'enseignement supérieur, on a aussi maintenant notre campus métier qualification qui est un peu l'aboutissement officiel de tout ce dialogue qui avait déjà été mis en place. Et on a par exemple au sein de notre lycée professionnel, on a 3 lycées principaux en fait sur l'enseignement supérieur, et on a aussi une université avec des formations Bac+5 aussi. Mais au sein d'un lycée, on a par exemple pu équiper avec des machines Mazak, donc bon, pour pas citer de marque, c'est pas bien, mais qui sont quand même des machines au niveau de la chaudronnerie et de l'industrie en mécanique. Ça permet en fait que les jeunes puissent se former dessus en fait. Pardon ?
Les machines, vous les connaissez? Oui, les Mazak, vous devez connaître. Non. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas, nous, répondu aux écoles de production parce qu'on avait déjà un peu cet écosystème qui existait déjà sur le territoire au niveau de tout le lien entre les formations qui sont beaucoup des formations industrielles qu'on a toujours maintenant parce qu'on les avait déjà auparavant et qu'on garde nos industries et que c'est un souhait, en fait. Ouais. Et quand, alors, si je peux répondre sur la deuxième question aussi, quand on a une entreprise qui crie un peu au secours, là par exemple, on a eu le cas récemment avec un centre d'appel qui est Camaris, groupe Majorel, qui a beaucoup de mal à trouver en fait des personnes pour travailler. Bon, c'est de l'appel entrant, donc ça va, mais c'est quand même pas un métier forcément qui avait attiré beaucoup de monde. Donc on leur a trouvé, on a réuni vraiment tous les acteurs de l'emploi très peu avec la sous-préfecture. C'est ça, c'est pas des métiers qui par les enfants. Voilà. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard en général? C'est pas le premier métier qui vient. Et ils ont beaucoup de turnover aussi. Donc comme il y a beaucoup de formations à mettre en place, donc voilà. Donc en fait, sous l'égide de la sous-préfecture, on a réuni tous les acteurs de l'emploi. On a alerté tout le monde. Il y a aussi une cité de l'emploi qui s'est mise en place pour vraiment aller chercher les gens éloignés de l'emploi, parce qu'on a encore nous 5000 demandeurs d'emploi qui ne travaillent pas du tout sur le territoire. On est aujourd'hui à 7% de taux de chômage et en 2016 on était à plus de 10%. Donc voilà, ça baisse, tant mieux, c'est qu'on travaille bien, mais on en a encore quelques-uns, mais il faut aller les chercher en fait. Donc à chaque fois, c'est toujours des initiatives qui réunissent tous les acteurs autour de la même table pour pouvoir répondre en fait aux besoins de l'entreprise. Ok. Je peux dire un mot? Oui, bien sûr. C'est place au dialogue. Alors, chère madame, non, pas au secours, mais votre réponse, elle est hyper symptomatique. On a parlé de deux choses, de formation supérieure hein, et de gens qui sont éloignés de l'emploi. Et c'est vrai, voilà, il y a des besoins dans ce domaine-là. Et en fait, moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de jeunes qui sont au collège. Donc mon objectif, c'est d'avoir accès au collège et à tous ces jeunes qui ont 15 ans, qui ont 14 ans là aujourd'hui, et qui sont en souffrance, et qui sont vraiment en souffrance. Moi, je récupère des gamins qui, pour certains, sont vraiment en très grande souffrance, qui sont d'ailleurs tellement en souffrance que pour certains, je ne peux même pas les garder parce que je n'ai pas l'encadrement pour ça. Mais des jeunes qui sont en souffrance parce qu'ils ne sont pas faits pour être assis derrière un tableau noir 35 heures par semaine. Et qu'on a des jeunes qui, pour une large part, ont besoin vital de faire travailler leurs mains et leur cerveau en même temps. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore assez inaudible. Et que le gamin qu'on dirige vers un CAP quand il a 14 ou 15 ans, c'est que c'est un sous-doué. Et ça, c'est insupportable. Et les écoles, comme les écoles de production, elles sont là pour lutter contre ça et essayer de fournir aussi à nos industriels qui en ont besoin une main-d'œuvre jeune, dynamique et formée. Donc, moi, mon espace, c'est celui-là. Alors, votre espace, c'est celui-là, ce qui me permet aussi, on reviendra. Je pensais pas. Vous vouliez intervenir sur les questions de formation ou pas? Oui, en effet. Ensuite, on ira en direction de Caroline Mini, qui est en distanciel pour Vercors. Peut-être deux actions qui sont menées au niveau du territoire. Tout récemment, c'était un peu avant l'été, on a lancé une démarche qui s'appelle Réseau des campus, dont le but c'est vraiment c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs de la formation, hein. Donc aussi bien en effet les écoles supérieures, mais ça peut aussi être les CFA, l'éducation nationale, aussi en lien avec les besoins des entreprises, pour pouvoir identifier les besoins, pour pouvoir aussi apporter plus de visibilité à la formation auprès de la population à l'échelle du territoire, et aussi pourquoi pas arriver à identifier des actions communes. C'est vrai que le sujet des écoles de production
à l'échelle du territoire nous intéresse fortement. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'avec ce réseau des campus, c'est peut-être l'occasion de voir si on peut pas arriver à faire émerger ce type d'école. Bien évidemment, ce qu'on a bien compris au niveau du territoire, qu'il faut vraiment un acteur quand même néanmoins industriel qui soit au cœur de la démarche pour que cela puisse fonctionner. Et après, peut-être aussi une autre initiative qui a été menée au niveau du territoire, c'est via la mobilisation du PRIC. On a accompagné Air France Industrie ainsi qu'avec l'association Jérémy pour la mise en place de SAS de préformation pour des métiers de mécaniciens aéronautiques, parce qu'Air France Industrie est implantée sur le territoire et surtout les sujets de maintenance des moteurs d'avion. Donc pour pouvoir accompagner des habitants pour leur permettre d'accéder après à ces types d'emplois. Merci. Vous vouliez dire un mot là-dessus, Jérôme Gauze? Non? Je m'oriente tout de suite en direction de Caroline Mini, qui représente l'entreprise Vercor en tant que responsable du développement durable. On va faire simple dans la préparation de cette table ronde. On a dit, dans le dialogue, il y a un avant, il y a un pendant, et puis il y a les perspectives aussi avec ce que vous préparez sur le bas carbone, en tout cas, et tout ce qui est lié à la recyclabilité de vos produits demain, mais y compris dans les process de fabrication pour les batteries. Comment ça se passe, le dialogue en amont, dans le choix des sites, dans la discussion avec l'ensemble des parties prenantes? Comment ça se passe actuellement, peut-être, sur des territoires comme Dunkerque? Enfin, comment ça se passe? Comment ça se prépare? Comment vous le travaillez, ça? Déjà, merci pour cette invitation. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de parmi vous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être physiquement. Mais en tout cas, merci pour avoir fait cette intervention. Alors, tout d'abord, j'ai présenté Vercor et donc l'entreprise qu'on fait, on est un peu. Vercor a été créé en 2001 avec l'issue d'industrialiser la fabrication de batteries à carbone en France et en Europe pour répondre à une demande croissante de véhicules électriques, mais aussi de stockage d'énergie stationnaire. Donc avant tout, Vercor, c'est une ambition entrepreneuriale avec vraiment une partenariat avec la volonté de développer un écosystème. C'est 6 fondateurs en 2020. Aujourd'hui, on est 150 et avec 29 nationalités. Et en 2025, l'objectif est d'être donc 600, donc avec la construction de la Gigafactory. Donc Vercor est soutenu par un consortium d'actionnaires sur la digitalisation, le recyclage, la production de batteries, avec Renault, donc un investisseur principal. Et donc, avec l'idée vraiment de produire des batteries bas carbone, puisqu'aujourd'hui, on voit que sur tout le cycle de vie d'une voiture électrique, qui est fabriquée en France, la batterie, c'est un peu moins de la moitié des émissions liées à la fois à la fabrication du véhicule électrique, à l'usage, à la fin de vie, au recyclage, etc. Donc, on a un centre d'innovation, le Vercor Innovation Center, qui est installé à Grenoble, qui va permettre à la fois d'avoir un laboratoire de R&D, mais aussi une ligne pilote pour pouvoir tester des innovations qui sont ensuite en place au niveau de la Gigafactory. Donc, c'est une ligne entre 50 et 55 MWh. Et ensuite, la première usine, la Gigafactory, de 16 GWh en 2025. Et une augmentation progressive jusqu'à 50 GWh. Il faut savoir que pour 16 GWh, ça représente à peu près 300 000 véhicules électriques. Donc, il y aura un emploi direct à Grenoble et ensuite 1200 emplois directs qui seront créés à la Gigafactory, donc qui sera située à Dunkerque. Donc, en fait, cette usine, le but, c'est qu'elle soit efficace, avec l'utilisation de technologies numériques, analysées en temps réel, pour à la fois économiser les ressources, c'est vraiment efficace en termes de ressources et d'énergie, et aussi utiliser le mix énergétique carbone français et numériser pour arriver effectivement à une batterie
bas carbone. Donc le but, c'est vraiment une démarche vertueuse sur la fabrication de la batterie, mais aussi sur tous les composants jusqu'au recyclage à la fin de vie en créant un écosystème. Donc pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, donc sur le dialogue avec les acteurs locaux, donc comme je disais, la Gigafactory elle sera installée à Dunkerque. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc déjà, il nous fallait un site de 50 hectares, donc ce qui est beaucoup. Ce site était situé dans la zone du grand port maritime de Dunkerque. D'abord, il y a eu le traçage sous France, parce que on a pu sélectionner un site clé en main, donc avec des démarches simplifiées, un terrain qui était déjà réservé par le port maritime de Dunkerque, donc ça a permis d'accélérer beaucoup les démarches. Ensuite, il y a eu l'aide, le soutien de la communauté urbaine de Dunkerque et du grand port maritime qui ont beaucoup contribué à ce choix, donc de par leur organisation, leur professionnalisme, leur dynamisme aussi industriel. Donc c'est une zone où il y a déjà plusieurs industries, il y a des dynamiques industrielles qui sont installées, il y a un réseau industriel et aussi il y a l'espace pour pouvoir accueillir d'autres entreprises, notamment des partenaires. Là, tout récemment, l'annonce dans les Hauts-de-France d'une usine de production de séparateurs pour les batteries véhicules électriques qui a la volonté d'être près des Gigafactory qui sont installées dans les Hauts-de-France. Et l'autre point, c'est aussi on a besoin de chaleur, donc notre processus de production d'électricité, mais aussi de chaleur. Et une partie de cette chaleur va venir de champs fatales, en fait, qu'on perd de cette liste à proximité de Gigafactory. Donc ensuite, en termes de lien avec le local, il y a beaucoup d'aides de la French Tech, puisqu'on fait partie du F120, qui a permis de créer un lien avec les systèmes, avec les pouvoirs publics et les entreprises. Et puis aussi, vous savez, on est aussi en par la réglementation européenne sur le pass batterie. Et donc, on vise, nous, à développer un écosystème en France et en Europe tout autour de la filière de la batterie. Donc, c'est-à-dire des fabricants, mais aussi des équipementiers, enfin, tous les acteurs qui sont autour de la filière de la batterie. Donc, pour résumer, on va couper... voilà. Pour résumer, vous allez avoir une approche qui est une approche qui a été décidée dans le département sûrement installation immobilier sur des sites où géographiquement, évidemment, il y a une pertinence en termes de surface et de localisation, mais où aussi, je le dis, pour ceux qui s'interrogent, mais où l'ensemble des permis d'aménager, entre guillemets, ont plus ou moins été gérés. C'est-à-dire que les études environnementales, tout ça a été traité en amont. C'est-à-dire que vous, ce qui vous reste à faire lorsque vous arrivez sur le territoire, c'est le dépôt du permis de construire. Ce qui, en termes de dialogue, facilite quand même beaucoup de choses. Il y a évidemment des choses qui sont déjà faites, parce que le terrain est labellisé, il y a déjà des démarches mais il y a aussi une partie de noter des études d'impact, évidemment, de déposer des permis dans le cadre de la responsabilité du débat public. Donc, effectivement, c'est simplifié et ça va vite, et il reste aussi une partie dans l'impact environnemental, social et économique que l'entreprise fait pour pouvoir finalement s'implanter et avoir les permis. Oui, parce qu'on a quelques remarques dans le cadre de la visio. Donc c'est une entreprise dont je ne vais pas forcément citer le nom, qui dit « Les seules difficultés que j'ai connues dans mon dialogue avec les territoires étaient en amont du permis de construire sur les études environnementales. » Et notamment un cas précis, donc ça on est vraiment dans le détail, mais le cas, semble-t-il, d'une ZAC qui, avec du foncier disponible, vendu, mais la découverte de nouvelles espèces. Entre le moment où la ZAC et les études environnementales avaient été réalisées, lorsque finalement l'entreprise s'installe, c'est la seule difficulté qui nous a mené d'ailleurs à ne pas mener le projet jusqu'à la dispute avec la collectivité locale. Donc ça, c'est une étape importante. Le fait de s'insérer aussi dans un discours, entre guillemets, et pas simplement un discours, mais des actes de développement durable, ce que vous disiez sur la chaleur fatale et ce que vous disiez sur l'évolution du produit. On va s'orienter vers notre conclusion avec les perspectives. Et je terminerai par vous, Caroline, sur les perspectives et sur les sites que vous évoquez. Bénédicte Brienne,
Les années qui viennent, le dialogue, il fait naître quoi? Comment vous avez envie de continuer à le raffermir, le structurer, le faire vivre? Et quelles sont ces grandes ambitions à l'échelle de l'agence? Écoutez, pour les années à venir, on est en train de mettre en place tous ensemble. Donc, on a une espèce de comité de pilotage en territoire qui regroupe 40 à 50 personnes, à la fois du monde de la formation, du monde de l'entreprise, du monde de la collectivité et du monde économique en général, en même temps avec tout ce qui touche au tourisme aussi sur le territoire, à l'innovation et également les consulaires qui sont dans ce groupe, où on est vraiment sur un groupe de travail. Et on est en train de passer notre stratégie d'efficience écologique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Quelqu'un de célèbre avait dit ça une fois, mais c'est tellement vrai. C'est plein de bon sens. C'est de mettre en place aujourd'hui, il y a un projet privé par une société de recyclage de réseaux de chaleur pour aller alimenter nos usines de papier carton. C'est les récupérations de chaleur fatale, c'est la décarbonation. On a la cimenterie Ekiom qui a un gros projet de décarbonation sur le territoire. C'est de rassembler tous nos acteurs justement au sein de ce comité de pilotage pour essayer de répondre à zone industrielle bas carbone, l'appel à projet de l'ADEME ZIBAC, mais de façon un petit peu originale. Dunkerque a répondu d'ailleurs pour Vercors, je vois qu'ils sont là. Dunkerque est en plein dedans aussi, mais c'est vraiment essayer de toujours sortir un peu notre épingle du jeu et de continuer à expérimenter sur notre territoire des choses un peu nouvelles. Donc on a aussi des gros sujets de gestion de l'eau. On n'est pas loin du littoral, il y a un marais hyper important sur Saint-Omer et aujourd'hui il n'y a pas de solution, c'est que quand ça déborde, on ouvre les vannes et l'eau douce elle s'en va dans la mer. Donc il y a des tas de projets qui sont à travailler là-dessus, ça nécessite beaucoup de financement, mais on ne désespère pas, on y arrivera. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qu'on essaye de faire perdurer et de développer. Et pour éviter les soucis de votre question précédente, nous, toutes nos AC, en fait, on laisse une culture, en fait. On laisse des baux précaires pour que les agriculteurs cultivent. Comme ça repart pas à la nature et on évite d'avoir des nouvelles espèces dessus. Toujours un peu de bon sens, vous voyez. Vous avez vu la petite astuce. Voilà. Quand même progresser, hein, parce que sinon... J'ai connu il y a 15 ans le traitement à la chaux par certains agriculteurs. Ah non, non, oui, oui. Non, c'est bien. On est sur un marais naturel. On renature, on est en parc naturel. Non, c'est très bien. Il y a un point quand même important, c'est que j'ai l'impression que dans le dialogue et dans ce que vous dites, et dans ce qui a été dit par Vercors, ce qui a pu être évoqué précédemment, avant les élus, les entreprises, les chercheurs, les agences, on se mettait autour de la table parce qu'il y avait une priorité, c'était l'emploi. Or, dans les 2-3 interventions que vous venez d'évoquer et les contenus, on se met autour de la table pour la transition énergétique et la transition environnementale. C'est-à-dire, la chaleur fatale, le réseau de chaleur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai l'impression que c'est le vecteur aussi du dialogue et on évolue vers ça. Parce que je m'entendais. Et ensuite, on ira, allez-y. Oui, non, mais je confirme, l'emploi n'est pas forcément la première priorité aujourd'hui. Même si avoir un peu de chômage, ça permet quand même d'essayer d'attirer des entreprises. Il y a toutes les énergies. Il y a aussi le fait de pouvoir accélérer les projets. Et on a aussi une autre instance, nous, qui est gérée par la DREAL, qui est un secrétariat justement pour les entreprises au niveau de la pollution, de la prévention des risques industriels, le S3PI. Et ça nous permet aussi de présenter les projets industriels ouverts à tous. Les citoyens sont aussi impliqués dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui a lieu dans les Hauts-de-France. Non, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le haut-parleur du Dunkerquois ou de l'Artois qui nous concerne. Géré par les DREAL. Donc, vous voyez, tout ça fait qu'aujourd'hui, le plus important pour une entreprise, c'est qu'elle puisse avoir une installation accélérée, facilitée. Et trouver l'emploi, oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas que des formations enseignement supérieur, je précise quand même, mais on a toujours le problème de pouvoir mettre en fait en entreprise les jeunes de moins de 18 ans et en industrie, c'est pas toujours évident de pouvoir les faire rentrer en stage. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des petites solutions qui se mettent bout à bout, mais je confirme que l'emploi n'est pas forcément la première préoccupation. Un mot de la fin, Antoine Bossan. Oui, l'industrie du futur, c'est pas
uniquement des machines extraordinaires qui font des produits qu'on était incapable de fabriquer sans avant, et c'est vrai, c'est ça aussi, mais c'est les bons hommes pour la faire tourner. Et on n'a pas besoin que de Bac plus 5. Et aujourd'hui, moi ce week-end, je discutais avec un dirigeant de Framatome qui pense à l'EPR2, à cette nouvelle génération. Ils disent, mais et comment on va faire? Où est-ce qu'on trouve les chaudronniers? Bonne question. Chez Piriou, ils en recherchent 200, là, pour demain. Bon, chantier naval. Donc, et ça, c'est voilà, c'est dans le domaine de la chaudronnerie. Et alors, pendant des années, on est allé les chercher en Europe de l'Est. Bon, très bien. Ils tournent à plein. La République tchèque a été pendant des années pourvoyeur de chaudronniers. C'est fini. La République tchèque, ils travaillent à 100%, ils n'ont plus de mecs à... Bon. Donc on a un vrai problème de fond industriel qui est de fabriquer des jeunes pour venir soutenir ce développement industriel que tout le monde appelle de ses voeux. Donc c'est un enjeu très important et à mon sens qu'on n'a pas du tout intégré convenablement et le Bac plus 5 n'est pas la solution. Et tous les jeunes qu'on envoie aujourd'hui dans des BTS, ils n'ont qu'une idée, c'est de se retrouver assis derrière un ordinateur dans un bureau d'études. C'est vachement bien, mais ça ne répond pas à la question. Mouina, le mot de la fin avec peut-être, et ce n'est pas un scoop, mais les réflexions autour justement de la foncière, puisque oui. vous, le dialogue, on dialogue, mais à un moment vous me disiez... Peut-être avant, sur le sujet quand même du dialogue, sujet qu'on avait un peu débattu, échangé ensemble au préalable, c'est le rôle aussi ça s'inscrit toujours dans le cadre de notre manifeste, hein, mais le rôle du territoire pour permettre d'accompagner quand même la sortie des programmes productifs au sein d'opérations d'aménagement, parce qu'on on a des opérations d'aménagement avec des programmes qui sont inscrits, mais la réalité c'est d'arriver à les faire sortir de terre. Et donc c'est vrai que le territoire, sa valeur ajoutée, c'est quand même sa connaissance des opérateurs, des investisseurs et notre capacité à mettre en relation les aménageurs pour la commercialisation de l'eau qui jusque-là n'arrivaient pas à trouver des sorties opérationnelles du fait de ce qu'on a dit, la cherté, la rareté du foncier et surtout le fait qu'au niveau du territoire, on veut qu'il y ait des programmes productifs innovants, denses au niveau de leur forme, donc notamment d'avoir des hôtels d'activité sur plusieurs niveaux avec le sujet des rampes, des monts de charge. Et là, vous me disiez que vous ne trouviez pas sur certaines opérations, les aménageurs avaient du mal à trouver des opérateurs. Il y avait dans le cadre de IMGP 2, sur la ZAC Rouget de Lille, typiquement, sur ce qui se trouve sur Vitry-sur-Seine, sur un des lots, le lot F, depuis 2018, il y avait des opérateurs qui essaient de se positionner, mais on n'arrivait pas, avec l'aménageur, on n'arrivait pas à aboutir. Et dans le cadre du territoire, on a mobilisé notre MODU, qui est une maîtrise d'œuvre des développements urbains et économiques, pour pouvoir accompagner l'aménageur, mais aussi la ville, à trouver un investisseur, un opérateur qui était prêt à s'engager dans ce type d'immobilier un peu plus innovant, dense. Donc il y a eu tout un travail avec quelques opérateurs qu'on a mené, des ateliers, pour arriver à in fine, à trouver un opérateur. Donc, ce qui a été le cas, c'est une démarche qui a duré sur une petite année avec tous ces ateliers. Pour, in fine, on a eu l'investisseur Alci qui a été retenu, lauréat, et qui va permettre de sortir un immobilier qui fait près de 10 000 m² sur 6 niveaux, sur un foncier qui était quand même très, très contraint, avec des dénivelés, la proximité du pavillonnaire. Donc il y a un gros travail aussi bien sur la division. 6 000 m² sur 3 niveaux. 10 000. 10 000 sur 3 niveaux. Exactement.
pour arriver à sortir cet immobilier. Donc ça, c'est un des exemples de concrétisation qui s'inscrivent dans le cadre entre du l'impossible et le réalisé, il s'est passé quoi? Vous avez baissé le prix de la charge foncière? Je dirais, il y a aussi un contexte économique. Peut-être qu'en 2018, les loyers admissibles étaient plus faibles. Maintenant, quand même, sur les locaux d'activité, on arrive sur des valeurs qui sont quand même assez élevées par rapport, on va dire, il y a 10 ans où on était plutôt sur du 100 € du mètre carré. Maintenant, sur certains sites, on peut arriver sur 140, 170 €. Donc voilà, le modèle aussi économique n'est pas le même. Aussi, dans le cadre du manifeste, il y a une sensibilisation plus importante du territoire auprès des investisseurs, opérateurs, en disant qu'actuellement, si on veut sortir de l'immobilier productif en milieu urbain dense, il faut passer par ces nouvelles formes d'immobilier, sinon ça ne marchera pas. Donc je pense qu'il y a aussi tous ces éléments et aussi la mobilisation, l'ingénierie du pôle développement économique et emploi sur ces sujets, qui est une ingénierie quand même assez importante, et on est en effet bien outillé avec notre AMO qui nous accompagne dans le cadre du dispositif MODU. Et donc sur les autres perspectives, il y a en effet un peu comme ce qui est fait sur Bordeaux, où on réfléchit à la création d'une foncière au niveau en effet territorial pour porter ces immobiliers productifs. Parce que même si en effet on a actuellement des opérateurs qui commencent à s'intéresser à ces immobiliers productifs en étage, au rez-de-chaussée actif pour permettre l'implantation de petites productions, c'est quand même encore assez hésitant, et il est quand même, on se rend compte qu'il est quand même important de pouvoir avoir un acteur public qui fasse aussi effet levier, qui permettent d'entraîner d'autres acteurs privés, et aussi avec cette logique de maîtriser le foncier, de maîtriser l'usage sur un temps long, et aussi d'avoir des loyers qui soient vraiment abordables, accessibles pour ces TPE, PME. Et sur les autres perspectives, il y a le sujet aussi d'avoir un observatoire du foncier, pour identifier les fonciers mutables en dehors des actes, pour pouvoir développer de l'immobilier. Donc ça, c'est vrai qu'on est aussi accompagné par les PFIF dans le cadre de cet observatoire du foncier. Un dialogue sur la ville productive qui se fait aussi, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé depuis ce matin, avec les établissements publics fonciers. Exactement. Jérôme Gauze, sur la fabrique de Bordeaux Métropole, un point de départ, une réflexion, une analyse, le concept, métropole productive ordinaire, sensibilisation, développement qui dépasse finalement les alternances politiques, puisque vous avez enjambé, et donc en général lorsque des structures ou des entités survivent à l'alternance, c'est que non seulement elles dégagent un intérêt général et un consensus qui supplante les intérêts particuliers. Et enfin, ça y est, après les premiers AMI, on arrive avec les premiers projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler, leur philosophie, et puis tout ce que vous avez envie de nous dire pour cette conclusion, avant de finir avec Caroline? Donc deux choses en fait. Le premier sujet, ce dont on parle là, en fait, cette économie métropolitaine ordinaire, quand on fait le travail sur le territoire de Bordeaux Métropole, c'est 43% des emplois. Quand on dit ça aux élus, ça calme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sujet, on ne les voit pas, on connaît les grands groupes, mais toute cette économie-là, en fait, on ne la voit pas parce qu'elle est assez peu finalement représentée, elle se manifeste assez peu. Donc, continuer en fait à effectivement amener du service à ces entreprises, donc les maintenir sur le territoire, on en a fondamentalement besoin. Deux, donc produire des locaux de qualité à des prix abordables. Ça veut dire là aussi en fait être non plus dans des valeurs marché, mais être bien connecté aux capacités budgétaires de ces entreprises pour pouvoir les accompagner. Ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Ménard. Mettre au cœur de nos dispositifs la qualité architecturale et urbaine. C'est extrêmement important puisque ça régénère en fait l'image de ces activités et aussi, je l'espère, de ces métiers. C'est-à-dire qu'on travaille bien dans des bâtiments qui sont confortables et qui aussi vont dans le sens, bien évidemment, d'un développement durable du territoire. On est tous extrêmement attentifs à ça. Et puis placer l'innovation, puisqu'on a tous parlé d'innovation. Donc pour nous, en fait, c'est vraiment placer l'innovation au service de la fonctionnalité. Donc c'est vraiment de manière, je suis désolé, voilà, je suis vraiment bas de plafond et au ras des pâquerettes.
mais ça nous semble, quand on discute avec ces entreprises, on est vraiment en fait sur des choses très très concrètes. Ça veut dire, compacité, donc vous l'avez exprimé, donc on a 2 projets en fait qui se développent actuellement sur de l'activité artisanale à étage, tout simplement parce que les sols coûtent de plus en plus cher, et donc se pose la question aussi pour ces entreprises un jour de sortir le foncier du prix de leur entreprise et de n'acheter plus que des murs. Ça pose d'autres questions juridiques diverses et variées, mais en tout cas ce sont des sujets qui nous semblent d'avenir. Et puis c'est aussi, donc, en termes d'innovation, faire émerger, parce qu'on est attentif à l'endroit où on met la valeur, faire émerger des services. Et donc dans les projets qui sont livrés, nous avons effectivement au sein d'opérations d'activités de villes productives pas loin de lotissement dans l'agglomération bordelaise, on a été en capacité de générer des restaurants, donc des restaurants d'entreprise mais ouverts sur les quartiers, et des crèches également aussi ouvertes sur les quartiers. Ce qui veut dire qu'on est bien dans un rapport en fait avec le territoire. Il faut bien évidemment apporter des services aux entreprises qui sont sur ces sites, mais il faut aussi en fait entamer et poursuivre le dialogue avec les territoires pour pouvoir apporter ces services et faire en sorte que les habitants, y compris les lotissements, acceptent de voir revenir de l'activité productive. En fait, on est juste en train de réinventer les faubourgs, donc c'est plutôt bien, on passe du 19e au 21e, donc on enjambe le 20e, mais c'est extrêmement important de retrouver aussi ça, parce que ça participe aussi du lien, en fait, sur les territoires, et c'est plutôt, regardez aussi d'un point de vue touristique, on visite de plus en plus de l'activité et du travail, et donc c'est plutôt bien en fait aussi de voir les gens travailler près de chez soi, fabriquer des choses et finalement s'intéresser à ce que notre territoire est en capacité de produire. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Merci à toutes et à tous. Alors, on est juste, mais avec non, parce que sur revenir sur le sujet de l'emploi, vous disiez que c'était peut-être plus au cœur des sujets quand même pour... Non, ce que je disais, c'est que ça l'est moins pour certains territoires. Voilà, mais c'est vrai que nous, à l'échelle du territoire, c'est vraiment un des enjeux aussi de maintenir ces activités productives. C'est parce que c'est de l'emploi quand même diversifié. Et qui répond aux besoins d'une certaine partie de la population et notamment des quartiers en QPV. Et par rapport aussi en lien, ça fait aussi lien au fait de vouloir donner, avoir l'industrie dans la ville via en effet ces hôtels d'entreprise et qui soient, j'allais dire, avec de la végétalisation, aussi vraiment un vrai traitement et un choix architectural fort. Et c'est aussi la même chose avec tout ce qui est rez-de-chaussée actif. Voilà, de donner à voir via les vitrines et montrer que ça existe et que c'est accessible à tous. Merci à vous. Ce fut un plaisir de préparer cette table ronde avec vous. Antoine, en une phrase, s'il y avait un message pour un meilleur dialogue auprès des collectivités en faveur de l'emploi industriel, pour lequel vous êtes un ardent militant, par la formation de ceux qui, avec leurs mains, fabriqueront demain. Ah si. En général, quand on fait ça, c'est qu'on en a gros sur la patate et qu'on en a beaucoup à dire. Oui, si vous voulez, il faut arrêter, comme dirait le général de Gaulle, de sauter comme un cabri en disant l'apprentissage. Ok, très bien. Il faut arrêter de parler, et parce que l'apprentissage, on l'a développé beaucoup, et c'est bien, mais en fait, ça correspond du coup, je à sors une tranche d'âge. complètement, On l'a développé dans les écoles d'ingénieurs, ou... et c'est parfait. Mais on a un sujet, je suis désolé, je me répète beaucoup, mais on a un sujet qui est celui des très jeunes. Du coup, je ne sais pas si je vais passer. Et donc ça nécessite qu'on le prenne à bras le corps. Et c'est un sujet qui concerne les politiques, qui concerne l'éducation nationale, qui concerne également les industriels, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, eux, ils ont du mal à intéresser s'adapter à ces populations. Merci, beaucoup de conviction, beaucoup de combats, en tout cas un dialogue franc et fructueux. Caroline Mini, chez Vercors,
Le dialogue dans les années à venir, ça se matérialise comment avec les territoires et comment vous avez envie de le faire vivre? Ben moi, j'avais du coup envie de rebondir sur un point important qui a été mentionné dans la table ronde, c'est la formation. Et c'est un lien avec les territoires et le développement justement de notre écosystème d'acteurs, de parties prenantes de la filière de la batterie. Donc, on a lancé en septembre une école de la batterie avec 13 partenaires, des entreprises, des laboratoires, des universités, des écoles d'ingénieurs, des institutions publiques pour former les personnes au métier de la batterie. C'est vrai que c'est une filière qui se crée, qui est nouvelle, et on a besoin de personnes qui ont les compétences pour travailler dans ce domaine. Et donc, c'est une école voilà, qui démarre donc cette année. Il y a 20 millions d'euros de budget, avec l'objectif de former 1600 personnes par an en 2027 qui vont répondre à tous les métiers de la batterie. Donc, ça fait la maintenance, le recyclage, la qualité, tous les aspects aussi électroniques liés à la batterie. Et donc, à la fois avec des formations qui peuvent être ce qu'on appelle une coloration, c'est ajouter des modules de formation à certaines formations existantes, mais aussi créer des formations complètes, spécifiques, notamment à des niveaux master, pour former des personnes qui soient à la fois au niveau de techniciens, d'ingénieurs et d'opérateurs sur tous les métiers de la batterie. Et donc, là, on parle de la batterie, mais aussi de tous les équipementiers qui sont nécessaires pour produire la batterie, mais aussi toutes les matières premières pour faire qui sont les composants de la batterie aujourd'hui. Donc, on manque vraiment de personnes formées, et donc cette école permettra de former des personnes, pas uniquement pour Verkor, mais pour toutes les entreprises de la filière. Et en plus, on a aussi un centre de formation interne qui sera aussi ouvert à des personnes extérieures pour être formées à toutes les technologies numériques autour de la batterie, qu'utilisons par exemple des jumeaux numériques, etc. Donc, c'est vrai que nous, au niveau du territoire, ça sera au niveau de Grenoble, mais aussi de Dunkerque, l'idée de pouvoir justement former des personnes sur les nouveaux métiers, mais aussi sur des métiers qui vont évoluer, qui vont se verdir, donc tout autour de la batterie.